On va commencer donc avec Franck Jahan, ensuite Olivier Guattirotti, Romain Desrets et Sophie Lambert, et puis ensuite Laurence Chantier. Des questions avec vous, des échanges. Alors, toutes les questions sont les bienvenues. Hein. On n'est pas là pour se faire plaisir ou aller dans... Voilà, on pose des questions intéressantes, on pose des questions qui vont pouvoir peut-être parfois déranger, mais c'est pas grave. Le fait de déranger, c'est le fait aussi de progresser, d'aller de l'avant. Et d'échanger, c'est déjà l'essentiel entre nous. Donc, à chaque fois que vous posez une question, bah, vous levez la main, on vous donne le micro, vous dites qui vous êtes, votre identité, votre petite enfance, hein, enfin bref, toute l'histoire de votre vie. Et puis ensuite, vous posez votre question, et puis on essaie d'y répondre. Alors quand vous posez une question, vous pouvez aussi adresser la question directement à une personne. Soit c'est à moi, soit c'est... Enfin, moi, je suis surtout là pour donner la parole. Franck Jahan, Romain Desrets, Sophie Lambert, Olivier Guattirotti ou alors Laurence Chantier. Voilà. Donc j'avais envie de commencer peut-être pas par... Je me suis dit, mais comment je vais commencer ? Mais... J'ai un petit livre, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, que je trouve passionnant et intéressant, parce qu'on se dit, bah, qui s'occupe de l'aménagement, qui s'occupe des logements ? Bah, des architectes, évidemment. Bon, bah, on dit qu'ils font mal, ou dit qu'ils font bien, mais bon, des architectes, des urbanistes, des aménageurs, des gens qui vont travailler dans l'ergo, bon. Mais finalement, il y a aussi d'autres métiers, et il y a quelques années que j'ai découvert leur existence. Ce sont des psychologues environnementalistes. Alors non, ça fait un peu peur, mais vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Et j'avais envie de vous lire ce qu'avait écrit un monsieur qui s'appelle Gabriel Moser. Hein, vous connaissez peut-être. Alors je vous invite à lire ce livre. Hein, je n'ai pas du tout d'action dans cette littérature, vous inquiétez pas. Donc Gabriel Moser, Karine Vess, Espace de vie, aspect de la relation homme-environnement. Très intéressant, donc chez Armand Collin. Bon, c'est un livre qui date de quelques années, et j'avais envie de vous lire un petit peu ce qu'il pouvait y avoir un petit peu à l'intérieur avant de commencer cette table ronde avec nos amis. Ils sont prêts ? Vous êtes prêts ? Bon, c'est bien. L'habitat, l'entreprise, le quartier, la ville ou le village sont autant d'environnements porteurs de signification. Ce ne sont ni des espaces neutres et exempts de valeur, ni de simples décors au sein desquels l'individu évolue. Notre vision du monde et de l'homme s'exprime en effet dans la manière dont nous façonnons nos espaces de vie, et ces espaces de vie nous signifient en retour qui nous sommes. Ce que nous devons faire et ne pas faire. Au-delà de ses effets directs sur l'individu, bruit, densité, etc., l'environnement est vecteur de sens et d'identité. D'où l'intérêt de prendre en considération les manières de voir, sentir et ressentir, penser et imaginer, explorer et pratiquer son environnement. La psychologie environnementale fournit ici des instruments d'analyse, donne des clés pour comprendre les perceptions, les attitudes et les comportements des individus, de leur contexte de vie, et partant de là, peut proposer des modalités d'intervention pour améliorer notre qualité de vie au quotidien. Exemplaire d'une telle démarche, cet ouvrage répond aux besoins des étudiants en psychologie environnementale, mais aussi en géographie humaine, en écologie, en architecture, en urbanisme et sociologie urbaine, et de manière générale de tous ceux qui sont amenés à intervenir sur l'habitat, le milieu urbain ou l'environnement, parce qu'évidemment, tout ça est lié. Hein. Je pense qu'on a passé cette étape de travailler simplement de façon isolée, cloisonnée sur « moi, je travaille dans l'habitat, le reste, ça ne me concerne pas ». Ou « moi, je travaille dans les transformes, le reste, ça ne me concerne pas ». Non, là, on parle bien de la chaîne de compétences qui agit sur la chaîne de l'aménagement, qui agit sur la chaîne de la mobilité, du déplacement, et bien sûr, la chaîne de l'accessibilité. Donc, je pense que ce livre, il est intéressant, c'est un livre parmi tant d'autres. Mais j'ai découvert que la psychologie environnementale devait agir aussi sur nos manières de concevoir, de penser et d'agir sur nos environnements. Voilà, c'est pas neutre. Et voilà, j'avais envie de démarrer un petit peu cette table ronde avec cet auteur. Et voilà. Donc je vais donner maintenant la parole à Franck Jahan. Donc au départ, une aventure, une histoire totalement personnelle. Pour faire court... qui nous amène, je pense, aujourd'hui tous ici, et notamment à travers la thématique que je vais aborder aujourd'hui, parce que s'il y a un sujet pour lequel personne ne peut dire ne pas être concerné, je crois que c'est bien celui-ci de près ou de loin. Le vieillissement est un sujet qui va nous concerner tous. Hein. Et donc, partant de là, partant aussi du principe que... m'éloigner un petit peu quand même. Partons du principe que le vieillissement est une chance.
et non un drame, non un naufrage, j'en parlerai tout à l'heure, et partant du principe que le vieillissement est, je dirais, un levier absolument extraordinaire sur le plan individuel, sur le plan collectif et sur le plan économique. Je pense que nous avons tous à nous y investir et non pas à travailler les uns à côté des autres, mais à essayer de travailler ensemble. Alors, comment faire face au vieillissement de la population et avoir un habitat qui puisse évoluer en fonction des besoins ? Et je vais essayer d'y répondre sous l'angle, et je pense que vous l'avez d'ores et déjà compris, sous l'angle positif, à travers deux grands points. Dans un premier temps, je vais vous toucher quelques mots du Gérontopole des Pays de la Loire qui est basé à Nantes, pour ensuite aborder la question du vieillissement. Être vieux et vieillir en France, qu'est-ce que c'est ? Et puis le deuxième point, vieux et habitat. Est-ce que parce que nous vieillissons, nous avançons en âge, avec pour certains d'entre nous un certain nombre de fragilités, pour ne pas dire handicap, qui apparaissent, est-ce que ça veut dire que nous sommes tous condamnés, et je reviendrai bien sûr sur cette petite phrase un petit peu provocatrice, est-ce que nous sommes tous condamnés à entrer en maison de retraite ? Alors je vais y répondre quand même tout de suite en disant que la maison de retraite fait partie des chances qui s'offrent au vieillissement. Encore faut-il la raisonner à travers un vrai projet, et un vrai projet d'accompagnement. Donc je ne vous parlerai pas que de maison de retraite, puisque mon propos visera à essayer de sortir d'une vision qui réduit le vieillissement au tout domicile ou au tout établissement. Et je vous brosserai, si je puis dire, un certain nombre d'exemples que nous avons pu accompagner, traverser, de projets qui nous semblent innovants, en tout cas qui nous semblent répondre à un certain nombre de besoins qui sont en train d'émerger et d'apparaître même très, très fortement. Alors, quelques mots sur le Gérontopole. Donc, sous la présidence du professeur Gilles Berru, donc du CHU de Nantes, le Gérontopole est une institution pluridisciplinaire qui a une double finalité, celle d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées et également d'être un relais de croissance, un relais de connaissance et d'excellence pour tous les acteurs impliqués dans la longévité et dans le maintien de l'autonomie. Alors quand je vous disais que tout à l'heure vieillir est une chance, eh bien la longévité est une chance est effectivement le slogan que nous affirmons haut et fort, que le Gérontopole des Pays de la Loire a retenu. Alors en deuxième et dernière diapositive, le Gérontopole est organisé à travers 4 grands pôles d'activité. Un pôle qui œuvre dans la recherche fondamentale et appliquée, un pôle qui concerne la formation et l'enseignement au métier de la longévité, parce que c'est bien évidemment un axe qui est extrêmement important. C'est un sujet, le vieillissement, c'est un sujet, la gérontologie, extrêmement nouveau, qui évolue de jour en jour, qui mute, qui nous amène à faire 3 pas en avant, en refaire 2 en arrière. Ce que nous faisions il y a 15 ans n'a plus rien à voir avec ce que nous faisons aujourd'hui, mais pourtant aujourd'hui, nous remettons en place, nous recréons, y compris en termes d'habitat et d'aménagement, des projets, des chantiers que nous avions engagés il y a de cela 10 ans, 20 ans, et qui aujourd'hui reviennent sous d'autres appellations à l'ordre du jour. Et enfin, les deux derniers pôles touchent au conseil aux collectivités. Conseil aux collectivités, puisque ce sujet, bien évidemment et éminemment politique, ne peut plus ne pas concerner les collectivités publiques qui ont un rôle, un devoir, une mission, une obligation de penser l'accompagnement de leurs concitoyens vieillissants. Et entre autres, l'habitat devient un enjeu extrêmement important.
Et puis enfin, le dernier point, et je m'arrêterai sur celui-ci pour la présentation du Gérontopôle, est un pôle de développement qui a pour mission, pour raison d'être, d'accompagner les professionnels, quel que soit leur secteur d'activité, dans le développement de leurs activités, dans l'adaptation, dans la spécialisation de leurs activités professionnelles en direction de la longévité. Donc voilà pour cette petite introduction de présentation. Alors, le premier point de mon intervention concerne donc être vieux, vieillir en France. Et donc, le sous-titre que j'ai proposé, un levier de changement actionné pour penser autrement le vieillissement. Alors, penser autrement le vieillissement, je crois qu'effectivement, nous avons une tâche qui est immense. Nous sommes dans une société où il ne fait pas si bon que cela de vieillir, hein, même si, fort heureusement, les mentalités, les représentations évoluent. Vieillir reste encore en France un sujet qui nous amène à avoir des visions assez noires, pas très glorieuses, au profit de rester jeune, de rester beau et de rester dynamique, comme si vieillir était obligatoirement synonyme de charge pour la société, notamment pour la sécurité sociale, hein, et ou de handicap au sens extrêmement négatif du terme. Alors, simplement en rappel, entre guillemets, je ne vais rien vous apprendre, mais je tenais simplement à souligner dans un premier temps que vieillir, eh bien, c'est un processus tout à fait normal, hein, ce n'est pas une maladie qui va s'attraper, ce gène du vieillissement, nous l'avons en nous, et donc, comme je le disais tout à l'heure en réponse à la question de Franck Baudin, oui, nous sommes tous concernés, personne ne peut dire dans cette salle qu'il n'est pas concerné par le vieillissement, que ce soit à titre personnel, de près ou de loin, oui, le vieillissement nous concerne tous, nous touche déjà, hein, nous a déjà commencé à nous toucher, si on le regarde d'un point de vue physiologique, dès que nous sommes nés, voire nous n'étions encore pas nés, que ça y est, nous commencions déjà à vieillir. Et donc, ce vieillissement, eh bien, ce vieillissement normal, ce processus normal, renvoie à la gérontologie. La gérontologie qui se définit à travers l'étude psychologique et sociologique des phénomènes du vieillissement. Elle ne nie pas le champ médical, mais regarde peut-être un petit peu plus globalement la personne vieillissante sous l'angle psychologique et sous l'angle sociologique. Et preuve en est que la gérontologie en fait embrasse 4 grands aspects qui sont en interaction constante. Le vieillissement physique, je ne vous fais pas de dessin, le vieillissement psychologique, le vieillissement comportemental, qui est en partie la résultante du vieillissement physique et psychologique, mes comportements en tant que vieux, au sens noble du terme bien évidemment, mes comportements eh bien, vont traduire dans certaines circonstances eh bien, la manière dont mon vieillissement physique, mon vieillissement psychologique eh bien, auront évolué dans le temps. Sans oublier un point absolument central et essentiel, le contexte social et l'environnement dans lequel, effectivement, je vais avancer en âge et je vais vieillir. Si on m'installe dans un superbe bâtiment construit par une très grande entreprise ou une toute petite entreprise, peu importe, aussi beau soit-il ce bâtiment, ce logement, eh bien, si l'environnement social, si l'environnement psychologique, si l'entourage, c'est-à-dire les accompagnants qui m'aident à continuer à faire encore des projets, aussi grands ou petits soient-ils, eh bien, si cet environnement n'est pas pensé d'une manière globale, c'est-à-dire que si on se contente uniquement de couler du béton et, comment dirais-je, de faire intervenir des professionnels pour faire une jolie décoration, eh bien, ça ne suffira pas. Accompagner les vieux, accompagner le vieillissement, eh bien, nécessite une approche beaucoup plus globale que cela. La gérontologie est également liée à un certain nombre de disciplines
Et je vais simplement zoomer sur les sciences politiques et sur la philosophie. Les sciences politiques, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, concernent directement la manière dont nos politiques vont être investis de cette mission, de faire évoluer l'accompagnement, l'habitat et la manière dont on va prendre, non pas en charge, parce que là aussi c'est un terme, un vocabulaire contre lequel je me bats à côté de beaucoup de professionnels de la gérontologie, parce que par définition, une charge, prendre en charge quelqu'un, c'est d'emblée négatif. L'image d'une charge, c'est quelque chose que vous avez sur le dos et dont vous avez qu'une idée en tête, c'est de vous en débarrasser le plus vite possible. En tout cas, je pense que tant qu'on continuera à dire qu'on prend en charge les gens, on aura du mal à faire évoluer aussi cette représentation, cette vision que je préfère à, bien évidemment, une prise en compte avec tout ce que ça comporte et tout ce que ça peut embrasser. Et donc cette science politique est aujourd'hui fondamentale dans la manière de penser sur un territoire, de penser sur une commune, la manière dont on va laisser ou non la place aux vieux. La manière dont on va choisir, et là c'est une vraie décision politique, c'est un vrai acte politique, d'implanter un nouvel établissement, qu'il soit médicalisé ou non, entre la caserne des pompiers et le cimetière, entre le centre commercial et le garage automobile, ou au contraire, en cœur de quartier, ou au contraire, voilà, en plein centre-ville, à proximité des commerces et tout simplement à proximité de la vie. Rien que cela, en visitant des villes, on peut percevoir un petit peu, et j'en viens à la discipline suivante qui est la philosophie, la manière aussi dont, en termes de valeurs, on va porter, on va défendre la place des vieux dans notre société. Soit on les parque, pardonnez-moi d'être un petit peu cru, ce n'est pas trop dérangeant, j'ai l'impression de cracher dans mon micro. Je ne crache pas, je ne pense pas, mais non, ça ne vous dérange pas, ces bruits, c'est peut-être le retour au micro qui fait ça. Est-ce que ça vous dérange ? Parce que sinon, on peut s'arranger autrement. Mais est-ce que ça vous dérange ? Mais globalement, ça va, je trouve. De temps en temps, parfois, il y a un petit... il ne faut pas s'approcher trop, je pense. C'est quand je m'emballe, alors ça doit être ça. Faites attention à... Dans les mots, il ne faut pas... Voilà. Voilà, okay, mais sinon, je vais essayer d'articuler un petit peu plus, alors. Et donc, oui, j'en étais sur la 4e, entre guillemets, discipline, qui est la philosophie, qui donc nous renvoie aux valeurs, c'est-à-dire la manière dont on va défendre la place de notre place, quelque part, très égoïstement aussi, dans la société, dans la ville et dans le quartier, dans notre quartier de demain. Comment faire en sorte que nous soyons le moins possible déracinés de notre quartier, de notre ville, au prétexte qu'un établissement, qu'une résidence ou qu'un habitat pseudo-adapté X ou Y, a parfaitement été pensé, conçu pour nous sur le plan du bâtiment, sur le plan de l'aménagement et de l'accessibilité, sauf qu'on a totalement zappé tout ce qui va rendre vivant ce logement, à savoir son environnement. Il te reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Alors c'est une catastrophe parce que je dois avoir encore 150 diapositives à vous montrer, donc je vais être extrêmement rapide. Quelques chiffres très rapidement. On en a parlé tout à l'heure au moment de l'inauguration. La France comptera en 2020 2 fois plus de personnes de 60 ans et plus que de moins de 20 ans. En 2050, je ne vous lis pas les chiffres que vous avez à l'écran, que vous connaissez, que vous avez déjà lu un petit peu partout, mais qui montre à quel point le sujet, le vieillissement, les vieux, on ne pourra plus en parler demain comme on en a parlé pendant trop longtemps, même si je le rappelle, et fort heureusement, c'est quand je m'énerve que ça fait ça, même si fort heureusement les choses, le regard change et le regard évolue. Une autre diapositive, et les autres vont être un petit peu plus light, légères, mais simplement très rapidement, sans oublier bien évidemment tous ces vieux qui ont très peu de moyens, mais d'une manière globale, nous vivons à une époque où les vieux, à qui nous nous adressons, que nous accompagnons, dont nous nous occupons, représentent un marché. Et quand je dis cela, c'est au sens bien évidemment noble du terme,
parce que quand je dis cela, ça veut dire qu'ils vont avoir de plus en plus de poids et que j'espère qu'ils nous diront encore plus demain, merde, M-E-R-D-E, non, j'en veux pas, arrêtez de vous foutre de nous, non, je refuse, qu'on va les entendre, je dirais, un petit peu plus que ce que nous les avons entendus jusqu'à présent. Puisqu'il y a 30 ans, un ménage retraité sur 4 se situait sous le seuil de pauvreté. Il n'y en a plus qu'un sur 25 aujourd'hui. En 2020, le niveau de vie des ménages a progressé en moyenne de 60%, la plus forte progression concernant celle des 60 ans et plus. La moitié des personnes qui payent l'ISF ont plus de 60 ans d'ici à 2020. Les plus de 60 ans détiendront les 2/3 du patrimoine des Français. Ils possèdent 75% des portefeuilles boursiers, représentent 60% du marché des voyages organisés, le quart des trajets en avion, 70% des achats de camping-car, 70% sont propriétaires de leur logement. Donc, tout cela pour dire qu'ils ont du poids, mais là, au sens, dans le bon sens du terme, et que, effectivement, ce pouvoir d'achat, ce pouvoir de décision, je l'espère, va peser dans la balance et qu'on va arrêter de décider à leur place et qu'on va les associer encore plus demain dans les décisions qui les concerneront, et je le répète, qui vont concerner aussi directement notre propre vieillissement. Alors, passé ces exagérations, je voudrais zoomer rapidement sur ce qu'attendent les personnes, ce qu'elles attendent aujourd'hui. Et là, je m'appuie sur mon travail de terrain au quotidien, parce que je suis avant tout un acteur à mon petit niveau de terrain. Je passe du temps au domicile des personnes, également à l'hôpital, beaucoup de temps avec les aidants familiaux. Et puis du temps également avec les accompagnateurs de projets. Et je rappelle régulièrement que les attentes des personnes, c'est vivre le plus longtemps possible chez soi. Bon, ça je vous apprends rien. Effectivement, si on fait un tour de table, enfin un tour de chaise, je pense que 99% des personnes parmi nous diront, bah oui, moi je n'aspire qu'à une chose, c'est finir ma vie chez moi, aller jusqu'au bout le plus loin possible. Je me permettrai de rajouter, oui, mais dans quelles conditions aussi, la canicule nous en a malheureusement montré, je dirais, tout un volet absolument dramatique. Pouvoir adapter son logement en fonction des fragilités. Ça, c'est un point qui est évidemment et éminemment aussi essentiel, d'autant plus qu'aujourd'hui, des structures diverses et variées se mettent en place avec des équipes spécialisées comme des ergothérapeutes, etc., pour pouvoir trouver des solutions à la manière d'adapter le logement. Par contre, attention, arrêtons de dire, lorsqu'on intervient chez les personnes, de stériliser complètement l'appartement ou la maison, en virant tous les tapis, en dépersonnalisant tout l'appartement, le logement, au profit d'une accessibilité ou de normes ou de pseudo-normes totalement délirantes qui vont au final non pas permettre à la personne demain d'être encore plus en capacité de gérer ses dépendances, mais qui vont au contraire accentuer son incapacité à gérer ses dépendances parce qu'elle ne va plus s'y retrouver ou moins bien s'y retrouver dans son logement, son appartement. L'autre point qui est essentiel, c'est rompre l'isolement. Rompre l'isolement, ça c'est un point absolument central. Il y a de plus en plus de personnes seules, veuves bien évidemment, quand on avance en âge et quand on vit en couple. Malheureusement, il y en a toujours un qui part avant l'autre. Donc la solitude est aussi un point extrêmement important à prendre en compte. Au-delà de ça, nous vivons dans une ère où les séparations de couple concernent le pourcentage le plus élevé de divorces notamment, concerne les plus de 60 ans. Donc on a jusqu'à présent travaillé auprès de beaucoup de personnes, notamment à domicile, qui vivent en couple. Et donc là, on va devoir aussi nous adapter à de nouvelles problématiques, à savoir de plus en plus de personnes seules. Créer de nouveaux liens sociaux, ça c'est un point absolument fondamental. Je vais régulièrement visiter des projets, des résidences seniors, des habitats X ou Y, etc., dans des lieux absolument somptueux, magnifiques, mais paumés au milieu de nulle part, dans plein champ, alors des vues splendides. Mais au final, on s'aperçoit que l'environnement est beau, mais ce n'est pas forcément ce que les personnes attendent de l'environnement qu'on va leur proposer. Maintenant, effectivement, le coût du bâti est moins cher. Mais bon, là, je pense qu'on aura peut-être des débats autour de cela. Se sentir en sécurité, ça c'est un point aussi essentiel. Non pas parce qu'on est malade, non pas parce que
on a des polypathologies, mais tout simplement parce que on est seul. Hein, ou si on est en couple et qu'un des deux n'est pas très en forme, eh bien, se dire, voilà, la nuit, s'il m'arrive quelque chose, ou dans la journée, si j'ai besoin de faire appel à quelqu'un, est-ce que je trouverai effectivement quelqu'un de compétent, d'attentif, qui connaît mes besoins, qui pourra y répondre. Continuer à faire encore des projets, ne pas entrer en maison de retraite, repousser l'entrée le plus tardivement possible. Alors quand je dis cela, ce n'est absolument pas pour m'opposer aux maisons de retraite, que je défends, que j'accompagne et que je soutiens, mais bien au contraire, pour souligner un point important, nous, dans notre mission en gérontologie, qui est d'accompagner, comment dire cela, l'idée, le fait, l'action de redorer le blason de la gérontologie, et notamment des maisons de retraite qui ont énormément souffert de tout un tas de clichés, d'histoires qui aujourd'hui pourrissent aussi l'image du vieillissement. Ces histoires, hein, ces clichés, c'est tout ce que les médias ont pu vomir sur la gérontologie. Donc tout cela pour vous dire que vieillir, ce n'est pas une maladie, vieillir n'est pas un naufrage, vieillir n'est pas une charge pour la société, hein, mais vieillir est bel et bien une chance individuelle et collective. Alors, je vais passer malheureusement rapidement tout cela parce que je crains avoir explosé le temps. J'ai pas l'impression d'avoir parlé 15 minutes, mais... non, mais 17. 17, pardon, d'accord. 17 ou 18 minutes. Alors, simplement, 2 mots sur l'évolution depuis 15 ans. On a mis effectivement l'accent sur le développement du maintien à domicile, on a mis l'accent sur le développement des EHPAD. Aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant pour répondre à tous les besoins ? Non, je ne le pense pas. Hein. Il nous faut penser de nouveaux habitats sécurisants, j'ajouterais vivant et j'ajouterais accompagnant. Un habitat uniquement sécurisant ne suffit pas. Il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit accompagnant. Et quand je dis sécurisant, c'est absolument pas au sens sécuritaire du terme. Arrêtons de créer des établissements, des résidences et des habitats avec, je dirais, des sécurisations auxquelles je n'adhère pas, hein, que l'on retrouve notamment aux États-Unis, etc., qu'on voit beaucoup dans le sud de la France, avec des espèces de miradors, vous savez, où les vieux sont sous télésurveillance et où le moindre fait et geste est observé, etc. Et pour y pénétrer, il faut montrer carte blanche. Donc penser des habitats sécurisants, avec bien évidemment, est-ce que nos collègues vont aussi développer tout ce qui touche à la domotique, à la téléalarme, mais à la téléalarme pas n'importe laquelle, j'aurais envie de dire, au service, au commerce et au transport de proximité, à la vie sociale et au service humain, des habitats qui soient au cœur de la vie et des habitats qui soient beaux. Beau ne veut pas dire cher, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas droit au beau. Et moi je revendique le beau quand on est vieux parce que je pense que tout le monde aime le beau. Alors le beau, c'est pas forcément le luxe, mais ce qui est beau, ça fait du bien. Déjà, rien que ça, c'est absolument extraordinaire. Et puis voilà, les solutions alternatives au tout domicile ou tout établissement, mettent l'accent sur des réglementations aujourd'hui qui nous renvoient soit au logement qui aujourd'hui peut permettre une foultitude de développement de projets. Parce que l'autre volet de la réglementation géronto, c'est les EHPAD. Et les EHPAD, c'est fini. Hein, il n'y en a quasiment plus. Enfin, il y en aura quasiment plus. Il n'y a quasiment pas d'appel d'offres. Et au-delà de ça, la réforme des EHPAD, aujourd'hui, cible directement une population qui, sur le plan des fragilités tant physiques que psychologiques, vont être de plus en plus médicalisées. Ce qui veut dire que ça va réellement répondre à une tranche de la population, mais les EHPAD ne vont plus répondre demain aux besoins de tout un autre volet de la population vieillissante qui ne veut surtout pas entrer en EHPAD, effectivement, parce qu'elle n'en a pas besoin. Donc, que peut-on leur proposer ? Que faut-il imaginer ? Et donc j'avais identifié 4 grandes familles d'habitat, le domicile, l'habitat collectif, les solutions à l'alternance, l'hébergement, les établissements d'hébergement, simplement zoomer sur 2 grandes familles d'habitat, l'habitat collectif, les biguinages, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, les résidences-services,
avec des super projets et des projets absolument catastrophiques. Là, je pense qu'on a un travail énorme à faire aussi sur ce type de produits. Les accueils familiaux, les domiciles collectifs. Au niveau des solutions en alternance, aussi des projets qui se développent, mais là aussi encore faut-il non pas travailler les uns à côté des autres, mais ensemble, pour faire en sorte que ces projets soient de vrais projets au service de l'humain, au service de l'humain. Et puis enfin, je voulais juste terminer par une diapositive d'une expérience que je trouve intéressante, notamment qui vient de Norvège, des pays du Nord, qu'on a pu observer à travers des expérimentations, quelques expérimentations en France, l'habitat kangourou, qui est un habitat qui s'est nourri de la famille d'accueil, sauf qu'au lieu qu'une famille qui a un agrément pour accueillir une ou plusieurs personnes âgées chez elle, à son domicile, eh bien c'est la famille, couple et enfants, et la personne âgée qui se retrouve à vivre ensemble, mais dans un habitat qui a été totalement pensé, aménagé, conçu, embelli, travaillé sur le plan du design, etc., spécifiquement pour un accueil famille et personnes âgées. Franck. Alors, je m'arrête là. Il faut que je reprenne la parole pour ensuite enchaîner. Bon, c'était très intéressant. Je pense que même sur l'expérience kangourou, c'est intéressant. Je pense qu'à travers les différents reportages qu'on peut voir à travers la télévision, les différents médias, on a des exemples, on a aussi des étudiants qui vont partager la vie de personnes âgées et qui trouvent finalement une compensation réciproque de leur présence et des services qui peuvent se rendre. Je pense que ta présentation, donc, on va déjà peut-être Olivier peut se mettre en position et vous pouvez changer de place. Pendant ce temps-là, est-ce que vous avez quelques questions peut-être à poser? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un débat après, mais si vous avez déjà des réactions dès maintenant, vous y réfléchissez et si quelqu'un lève la main, je lui donnerai la parole. Franck, est-ce que tu es avec moi, Franck? Oui. Franck Jahan, je rappelle, gérontompole des Pays de la Loire, chargé de mission. Donc là, on comprend mieux un petit peu les enjeux du vieillissement, les perspectives, et puis aussi la question du logement central, donc de la chaîne du déplacement, le point de départ de la chaîne du déplacement. Donc avec des enjeux considérables. En faisant des petites recherches sur ton métier, sur toi et ton investissement, j'ai vu que tu réalisais des diagnostics aussi. Des diagnostics au sein des communes, des petites communes françaises. Il faut savoir que sur plus de 36 000 communes, on dit qu'on est un pays urbain, mais moi je soutiens que nous sommes un pays rural avant tout. Sur plus de 36 000 communes, 1834 communes de plus de 5 000 habitants, tout le reste en dessous de 5 000 habitants. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir si nous sommes vraiment des urbains ou des ruraux. Peut-être que tu as un élément de réponse. Et un diagnostic, c'est quoi exactement, Franck? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu fais un diagnostic pour faire comprendre aux élus, aux techniciens, ce qu'est le vieillissement et quels en sont les remèdes? En fait, un diagnostic, nous on l'a baptisé diagnostic action territoriale de longévité. En fait, c'est un audit social, environnemental, humain, qui permet effectivement de donner aux élus avec lesquels nous travaillons une photographie à la fois de l'existant, mais aussi une photographie avec des projections, y compris sur le plan sanitaire par exemple, où on va en fonction d'un bassin de population et des partenaires institutionnels, parce que nous nous entourons d'experts, à chacun son métier, mais avec un gros avantage, c'est que nous travaillons ensemble. Nous allons apporter par exemple des réponses à des élus qui se disent faut absolument qu'on fasse une unité Alzheimer sur notre commune, parce qu'on n'en a pas, les collègues d'à côté ils en ont, ou il faut qu'on crée un EHPAD. Et en fait, ce diagnostic va par exemple leur apporter des éléments qui vont soit aller dans ce sens-là, ou soit au contraire dire non, on pense que stratégiquement c'est pas bon, vos concitoyens c'est pas de ça dont ils ont besoin, mais par contre ils ont peut-être besoin d'un espace au sein de la commune dans lequel ils vont pouvoir se retrouver pour jouer ensemble, pour faire des activités ensemble, pour tout simplement recréer des liens sociaux, parce que l'architecture, donc on travaille par exemple avec
le département de géographie d'Angers, de l'université d'Angers, où on fait aussi des cartographies de la ville qui permettent de voir aussi en fonction de l'accessibilité, de la hauteur du village, du positionnement de la maison, de l'appartement, que tel et tel groupe de personnes âgées, eh bien, ne serait-ce qu'à travers cet isolement géographique, eh bien, ne pourront plus accéder à tel et tel service de la commune. Donc du coup, voilà, quelles actions mettre en place pour pouvoir remédier à cela ? Voilà, ça c'est du diagnostic, là on est dans le concret, c'est une approche concrète, donc je vous invite à bien écouter, à prendre note peut-être, mais parce que finalement l'intérêt de se réunir aujourd'hui, c'est pas forcément d'écouter la bonne parole, mais c'est de se dire comment on peut travailler ensemble, comment on peut créer des réseaux de compétences, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des tas de gens qui ont des tas de compétences, mais finalement ils ne se connaissent pas, ne maîtrisent pas la capacité à pouvoir se rencontrer, échanger de façon concrète et opérationnelle. Voilà, on sort de la recherche, on sort des bonnes paroles pour aller vers la création et la mise en place de réseaux. Vous vouliez poser une question, mademoiselle ? Très bien. Bonjour, Giovanna Bernard d'Ayan, je suis une amie de Franck, je suis gérontologue aussi, et moi, d'une façon... on va dire, à l'intérieur des structures, je suis en train de créer un outil d'audit, de lisibilité de l'environnement pour justement ces publics âgés qui souffrent de troubles de type Alzheimer. Parce que contrairement à la France, où il y a des vagues trucs sur la question de l'architecture adaptée pour Alzheimer, aux États-Unis, en Écosse, etc., il y a vraiment des centres de recherche où les gens sont extrêmement pointus au niveau pragmatique. C'est-à-dire la question de la lisibilité, la question des couleurs, la question de la gestion des contrastes, la question du mobilier. Je travaille avec un groupe de maisons de retraite, on est en train de créer le premier environnement complètement adapté et neurologiquement et psychologiquement et gérontologiquement viable. Voilà, merci. Merci à vous. Merci à vous. Juste derrière vous, vous avez Valérie Fletcher, qui représente un peu les États-Unis et qui, sur la conception humano-centrée, peut aborder aussi ces questions-là. Voilà un réseau qui peut se créer, voilà des choses qui peuvent se mobiliser. Olivier Gualtierotti. Gualtierotti. Si. Donc, qui êtes-vous ? En 2005, il rejoint Bouygues Immobilier pour créer le département Internet, tout en insufflant une culture web encore peu présente au sein d'une entreprise, Brick and Mortar. C'est comme ça qu'on le dit ? C'est comme ça. Voilà. Très vite, il va être sollicité par sa direction générale pour intervenir sur d'autres projets stratégiques. Il contribuera entre autres au lancement des maisons Elica et à la redéfinition de la politique relation client en partant de la problématique des réclamations. En 2010, conscient de l'enjeu du vieillissement de la population, on y arrive, et de son impact sur l'usage du logement, il pose les premières bases d'un concept d'un logement qui s'adapterait à l'habitant, Noveum. Voilà. Ça. Enfin, j'étais pas tout seul, quand même. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, tu as un parcours, je vais pas lire tout ton parcours, mais tu as un parcours tout à fait atypique, où finalement, je posais la même question qu'à Franck Jahan. Qu'est-ce qui aujourd'hui te motive pour travailler sur la question du logement et de la vieillissement de la population ? Je crois que c'est tout simplement une prise de conscience, quoi. C'est un regard, et c'est surtout sur mon devenir. C'est-à-dire que demain, c'est un peu le début de je vous enlève les chiffres parce que vous en avez entendu plein. Mais moi, personnellement, j'avais un problème à l'école avec la pyramide des âges. C'est un truc que j'arrivais pas à comprendre. Et je crois que quand on regarde les chiffres, ceux que vous avez à l'écran, quand on dit 2050, un Français sur 3, plus de 60 ans, ce truc qui me gêne, c'est qu'on est souvent en position d'observateur, quoi. Et on n'est pas acteur. Et un peu comme au théâtre où on regarde la pièce mais on n'est pas dedans. Pour ça, moi je préfère, c'est plus simple pour moi, parce que je préfère poser la question comme ça, c'est qui a plus à moins de 23 ans dans la salle aujourd'hui ? Qui a moins de 23 ans dans la salle ? Est-ce que les gens qui ont moins peuvent lever la main ? Il n'y a personne. Si, deux ? Parce que comme je ne vois pas très bien, en plus, il y en a. Voilà. On vous demandera de sortir de la salle immédiatement, s'il vous plaît. Donc, non, il faut que ça cesse maintenant. Là, on rentre dans une autre dimension, parce que la projection, là. C'est-à-dire que demain, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, quoi. Et je pense que la question fondamentale, c'est plutôt celle-là. C'est quel avenir souhaitons-nous et comment allons-nous travailler pour faire cohabiter demain et répondre aux besoins simultanément de 4 à 5 générations. Et ça, c'est fondamental. Et la manière dont on a travaillé justement sur ce projet Noveum, où moi je faisais partie de l'équipe pilote, où je me suis beaucoup plus occupé de l'aspect usage, en fait j'étais un petit peu le représentant des futurs utilisateurs, il a fallu emmener une équipe.
Et au-delà du produit, ce que j'aimerais vous faire partager aujourd'hui, on verra des éléments du produit, mais c'est surtout comment on emmène des gens un peu en terrain inconnu, quoi. Et ça a été très très riche en expérience. Donc le brief qu'on a eu au départ, c'était relativement simple, hein, concevoir une résidence senior, mais pas un EHPAD, pas une résidence service ou des choses comme ça, mais un habitat, j'ai envie de dire, traditionnel pour cette population. Alors pourquoi je vous colle le brief sur une image de quai de gare? Parce que moi, ma réflexion, en fait, elle est partie de l'observation de ce qui se passe sur un quai de gare. Et tout simplement, encore une autre question, c'est où est-ce qu'on se tient tous quand on attend son train? Et il y a un truc intéressant quand on observe, c'est que tout le monde se tient derrière la bande d'éveil de vigilance, quoi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a jamais eu de campagne de communication pour dire on se tient là. Mais j'ai jamais autant entendu les mères de famille dire à leurs enfants tu te tiens derrière la bande. Hein, il y a 20 ans, tout le monde était agglutiné, donc problème de sécurité. Aujourd'hui, tout le monde est derrière, donc amélioration de la sécurité, aussi bien pour les personnes qui attendent que pour le machiniste qui rentre en gare avec dans sa motrice. Et là, on a vraiment un exemple d'un dispositif issu d'une loi sur l'accessibilité qui apporte un confort supplémentaire à l'ensemble de la population. Avec quand même un bémol, parce que cette sécurité-là, elle est créée parce qu'il y a une création d'un confort. Effectivement, c'est pas très agréable de se tenir debout sur des picots. Et c'est pour ça, en fait, qu'on se tient tous à l'écart. Et cette démarche-là, c'est comment je peux emmener quelque chose qui vient de l'accessibilité un cran plus loin, et comment je peux nourrir de cette observation une future résidence senior, mais en allant vraiment plus loin, c'est-à-dire en essayant de gommer tout ce qui va être stigmatisant. Et donc, tendre vers un produit qui sera ni stigmatisant pour les personnes, et que le produit lui-même ne reflète pas un petit peu ces éléments-là. Et ça a été le point de départ, et ça, on l'a expliqué aux équipes avec qui on a travaillé. Parce que le problème auquel on est confronté quand vous dites ça, c'est que d'un côté, on a une vision accessibilité égale contrainte parce que ça pose des problèmes, etc. Mais comment j'emmène les gens dans une autre dimension en essayant de leur faire comprendre qu'on ne va pas faire d'accessibilité, on va faire de la qualité d'usage et du bénéfice pour tous, quoi. Et là, on est face vraiment à une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, parce que certains vont vous dire c'est complètement utopiste, ça ne fonctionne pas. D'autres vont vous dire mais si, on est potentiellement vers une sorte de quête de l'excellence. Et le gros problème, c'est quand vous travaillez avec des équipes, c'est que vous êtes avec les deux visions, et vous devez avancer avec ces deux visions. Et comment on emmène un peu ces éléments un peu antinomiques? C'est qu'à un moment, il faut accepter de casser un petit peu ce qu'on avait l'habitude de faire. Et je pense que la phrase d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème par le système de pensée qui est à l'origine du problème est extrêmement vraie sur ces thématiques-là. Et à ce moment-là, on a décidé, pardon, j'ai sauté une slide, on a cassé le process avec l'étape numéro 1, c'est on en recrée un. On en recrée un en mettant autour de la table des acteurs nouveaux et en créant une équipe pluridisciplinaire qui n'avait pas l'habitude de travailler ensemble jusqu'à présent. Et en l'occurrence, on a fait rentrer les ergothérapeutes autour de la table, très très en amont dans le projet, c'est-à-dire bien avant que l'architecte prenne son crayon et commence à dessiner. Et on a décidé qu'on allait avancer tous ensemble sur le sujet. Et la seconde étape, ça a été en fait une étape pédagogique qui a été portée par les ergothérapeutes et qui ont été expliquées aux techniciens, aux concepteurs, aux architectes, non pas ce qu'est un senior, mais que sont les seniors. Parce que l'histoire entre 60 et 70 ans, elle a une certaine couleur, elle n'a plus du tout la même couleur entre 70 et 75, entre 75 et 80. Et là, entre autres, vous avez l'illustration, c'est issu des documents de l'adresse, où on voit que les capacités fonctionnelles et sensorielles d'un individu évoluent. Et donc, comment on peut répondre à cette problématique-là en sachant que le curseur bouge et que construire un logement qui s'adapte à un senior, quelque part, ça n'a pas de sens, parce qu'à un instant T, ça peut être vrai, mais à T+1, c'est plus vrai du tout.
La troisième étape, qui est extrêmement importante dans ce type de projet, c'est qu'il faut vraiment définir un objectif qui soit clair, lisible, visible et compréhensible par toute l'équipe. Et en l'occurrence, c'est là où on a revu un petit peu le brief initial, en se disant en fait c'est pas des résidences seniors, il faut qu'on construise des résidences évolutives pour des seniors. C'est-à-dire un habitat qui va s'adapter à l'évolution de son occupant. Et on ne demandera pas l'effort à l'occupant de faire des modifications pour que lui s'adapte à son habitat. Donc ça, c'est-à-dire on inverse vraiment la dynamique. Et je pense on l'avait appelé un habitat humainement durable, quelque chose qui se situe entre l'accessibilité normative et quelque part la compensation, le stade où vous allez avoir besoin d'aide complémentaire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette dynamique-là, c'est qu'on ne se projette pas dans un avenir plutôt pessimiste, mais on se projette dans quelque chose que j'appelle moi in life, donc quelque chose qui est beaucoup plus positif. C'est-à-dire que l'habitat va pouvoir contribuer au maintien à domicile de l'individu. Et donc ça a été la naissance de ce concept Novéome, donc une résidence avec service où quelque part le premier service va être rendu par le bâti. Je vous montre quelques exemples. Par exemple, en haut à gauche, c'est la prise en compte, par exemple, de toutes les problématiques qui sont liées à la déficience visuelle. Donc, on a travaillé sur faire en sorte que tout ce qui est interrupteur, organisme de commande, soit contrasté par rapport au mur. Sur la droite, en haut, des portes plutôt de grande largeur, plutôt des portes coulissantes ou à galandage pour faciliter les passages. En bas à gauche, c'est un travail aussi au niveau architectural pour permettre qu'il n'y ait pas de marche entre le séjour et le balcon ou la terrasse. Et puis des dispositifs plus technologiques comme en bas à droite, le type chemin lumineux, etc. Mais un truc qui est fondamental dans dans ce projet-là, c'est qu'on a placé aussi des fonctionnalités en sommeil, c'est-à-dire des choses que la personne va activer au moment où elle va en avoir besoin. Vous avez là sur ce slide la photo de la même salle de bain, enfin salle d'eau, douche en l'occurrence, à un instant T plus zen. C'est-à-dire que dans le mode constructif, on a intégré dès le départ le renforcement des cloisons, par exemple de la salle d'eau, ce qui permet à n'importe quel moment ensuite à la personne de pouvoir y placer un strapontin ou des barres de maintien ou ce type de dispositif. Et non seulement la chose est vraiment intéressante parce que si vous deviez renforcer, si la personne doit placer un strapontin aujourd'hui dans une salle de bain, j'ai envie de dire traditionnelle, elle passe par une série d'étapes, elle va casser sa faïence, elle va devoir renforcer, donc immobilisation de sa salle d'eau, ce qui pose problème pour ces personnes-là, le stress potentiellement généré par la présence d'ouvriers, les travaux, etc., etc. Donc on travaille sur tous ces aspects-là, quoi. Donc il y a eu d'autres fonctionnalités en sommeil, type pré-câblage électrique de certains dispositifs de porte, au cas où la personne serait vraiment en mobilité réduite, elle ne puisse plus aller ouvrir, etc., etc. Et en fait, quand on regarde ce qu'on a fait, on se dit, mais en fait, cet habitat-là, mais il n'est pas stigmatisant, il conviendra à tout le monde, et effectivement, on est peut-être en train de toucher du doigt quelque chose qui serait peut-être plutôt multigénérationnel que uniquement spécifique senior. L'autre point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que c'est bien beau d'avoir, on en parlait au début, d'avoir une belle boîte, mais c'est quoi la connexion avec la cité, quoi ? C'est-à-dire que si je me limite à réfléchir sur ce qu'il y a dans la boîte et que je ne me projette pas dans le quotidien des gens dès qu'ils sortent de cette boîte, ça n'a aucun sens. Et là, je vais vous faire part de partager d'autres réflexions sur d'autres types de projets, et notamment sur des réponses à des concours sur lesquels on a travaillé, et notamment comment on a voulu donner du sens sur un cas concret. En l'occurrence, là, vous voyez le terrain. Et pour vous faire percevoir la réalité du terrain, vous avez en haut la voie ferrée, vous avez en bas le talus, et le terrain, c'est la bande blanche que vous voyez d'est en ouest, quoi. Donc, c'est pas un terrain idéal. C'est-à-dire que c'est un peu ingrat. Mais comment, moi, ce qui m'intéresse, c'est même sur des thématiques comme ça, comment je peux travailler pour redonner du sens.
On a travaillé là-dessus, pas uniquement au niveau des seniors, au niveau des enfants, au niveau de la problématique des containers à ordures, etc. Là, je vais vous faire 2 focus sur comment on a fait la connexion par rapport à une population senior sur la cité. Donc pendant que mes camarades s'interrogeaient sur les aspects techniques, comment je vais réduire la problématique sonore, de la proximité de la voix, etc., moi je me suis plutôt intéressé au quotidien des gens, et notamment un truc tout simple, c'est je suis senior, je vais faire mes courses. La ville en question a mis en place des navettes pour les personnes âgées, des navettes qui vont les chercher pour les emmener au supermarché ou au marché. Il y a 2 types de navettes. Il y a des navettes qui passent sur des parcours prédéfinis dans la ville. Et il y en a d'autres, en l'occurrence celle qui emmène les gens au marché, qui vient vous chercher à la demande. Donc vous appelez la semaine, elle vient vous prendre entre 8h et 9h le vendredi matin. Je suis assez convaincu qu'une personne, même peut-être nous par moment, à partir du moment où on vous donne une plage horaire, que vous ne savez pas précisément à quel moment arrive le bus, on a plutôt tendance à prendre les devants et à sortir de peur de la rater. Et je pense que c'est encore plus vrai chez les personnes âgées. Donc on peut dire qu'à 7h50 du matin, la personne descend de son logement et va aller traverser tout le terrain, vous voyez, donc d'ouest en est, pour aller se positionner à la sortie de la résidence, de la future résidence, pour attendre la navette. Donc elle parcourt, au pire, elle va parcourir 300 mètres, ce qui peut être parfois compliqué pour ces personnes. Le problème, c'est qu'arrivée à la sortie de la résidence, elle est exposée à un flux de voitures qui part 50 mètres en aval sur un feu rouge. Donc c'est pas optimal non plus, sachant qu'elle attend, que la navette, si elle arrive, elle aura du mal à se garer, elle va bloquer la circulation, qu'elle va la bloquer si elle doit attendre, et qu'elle va encore la bloquer peut-être si la montée de la personne dans la navette est difficile. Et là, la réflexion, c'est qu'on se dit, mais ça n'a pas de sens. Eh bien, essayons d'innover un petit peu, et créons un arrêt minute à l'intérieur même de la résidence, clairement identifié et dédié pour cette navette destinée aux personnes âgées, donc sur la plage horaire du vendredi matin, mais qui peut parfaitement servir à d'autres personnes le reste de la semaine. Un arrêt qui serait abrité, un arrêt qui aurait des assises, aussi bien des assises debout que des bancs avec un coudoir. Et puis pourquoi pas innover aussi sur le plan de la signalétique. J'aime bien l'expression, ça j'ai trouvé ça en Belgique ou en Angleterre, le côté kiss and ride. On n'est pas dans le arrêt minute, le côté un petit peu... voilà. On est plutôt dans la vie que dans le côté un peu technique. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est personnes âgées et animaux domestiques. Alors, le papillon, il n'est pas là pour vous dire qu'il y a des grands férus de collection de papillons chez les personnes âgées. Loin de là. Peut-être, ça, je n'ai pas vérifié. Mais vous allez voir, il y a un effet papillon que je trouve vraiment très intéressant sur cette problématique-là. Enfin, ce n'est pas une problématique, mais sur une thématique plutôt des animaux domestiques. Je rapporte les propos ici d'une psychomotricienne qui était intervenue dans un salon du GEC. Le GEC, c'est le groupement européen des comportementalistes canins, et qui dit des choses qu'on sait tous, que l'animal domestique auprès de la personne âgée, c'est extrêmement bénéfique parce que ça permet d'inscrire la personne et l'animal dans une histoire commune, mais également dans une temporalité commune parce que l'animal va rythmer en fait la vie de la personne au travers des heures de sortie, des heures de repas, etc. Il y a une fonction de responsabilité aussi qui est importante. La personne se sent responsable de son animal. Il y a le lien social, parce que quand elle sort son chien, par exemple, elle va croiser des gens, donc il y a cette fonction-là qui est importante. Il y a également le garant d'une activité physique, et qui est loin d'être négligeable. J'ai trouvé une étude, et c'est la première étude qui fait vraiment référence sur le sujet, qui a été pilotée par un Australien, qui est Bruce Eddy, à l'université de Melbourne, qui a travaillé sur l'impact vraiment de la santé de l'animal en fait sur la santé des individus, donc toute population confondue, hein, pas uniquement des seniors. Il a mené une étude sur 3 continents avec un échantillon à peu près de plus de 10 000 personnes, donc en Australie, en Allemagne et en Chine, et il est arrivé à la conclusion suivante. Enfin, le constat, c'est que en Australie et en Allemagne, les gens qui sont détenteurs d'un animal domestique, en particulier chien et chat, visitent 15% fois moins leur médecin que les autres.
En Chine, c'est 20%. Il a eu l'intelligence de pousser le sujet un cran plus loin. Cet impact-là, il pèse 2,24. Alors c'est 3, je crois que à l'époque c'est 3,86 milliards de dollars d'économie pour la sécurité sociale australienne, 5,59 milliards d'euros pour la sécurité sociale allemande. Et là, je trouve qu'on commence à toucher des choses qui sont au niveau du sociétal, et on voit que des effets papillons commencent à se générer. Alors c'est sûr que si demain on est 1 sur 3, plus de 60 ans, peut-être avec des animaux domestiques, etc., ça va créer un autre problème. Sur le plan environnemental, c'est celui-là. C'est de dire comment je gère la problématique des déjections canines dans la ville ou dans ma résidence, etc. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer ces dispositifs-là de ramassage, etc. Sauf que là, moi j'aime bien le côté, enfin, il y a une expression que j'aime bien, c'est la ville intelligente et connectée. Là, on a une connexion directe, sauf que là, on a vraiment un bug, parce que demain, moi je m'interroge sur comment la dame de droite va pouvoir faire le geste de la dame de gauche. Et donc, on a poussé le truc au bout, et on s'est dit, mais pourquoi pas, dans ce projet de résidence, tout au bout, à gauche, où on ne va pas faire grand-chose du triangle de terrain qui nous reste, pourquoi pas engager une concertation avec la ville et les futurs propriétaires pour donner, on va peut-être installer, pourquoi pas un canicite là, donc quelque chose qui serait clôturé, protégé, qui permettrait, aux personnes d'aller emmener leurs chiens faire leurs besoins là, qui aurait une fonction de lien social, qui permettrait aussi une fonction de sécurité, parce que Madame Michel, 75 ans, qui a l'habitude de sortir son chien à 11h du matin, le jour où on ne va pas la voir, on va peut-être se poser des questions, elle va peut-être frapper à sa porte pour voir si tout va bien. Et au-delà, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve ce qui est extrêmement intéressant avec cette dimension-là, et en plus avec les chiffres qui ont été sortis par l'Université de Melbourne en termes d'économie sur la sécurité sociale, c'est qu'on peut avoir des effets comme ça papillons sur plein d'autres domaines, dont on n'est pas nécessairement conscient aujourd'hui et sur lesquels il faut travailler. Et c'est vraiment cet aspect pluridisciplinaire qui aujourd'hui permet de varier les regards, et je reboucle avec l'introduction de Franck au travers du livre. Voilà, ça c'est intéressant. Pour conclure, quel a été l'impact au niveau de l'équipe de travail, et là je pense que la conclusion elle s'adresse plus à tout le monde, mais je voudrais sensibiliser les directeurs d'entreprise, les directeurs marketing, les directeurs de la stratégie, parce qu'il y a une dimension qui part de l'accessibilité aujourd'hui, mais qu'on est en train de tourner en qualité d'usage et qui apporte de vraies valeurs de différenciation. Et dans cette quête de l'excellence, parce que je suis convaincu qu'on peut aller vers cette quête de l'excellence, les gens de la conception m'ont dit mais c'est vraiment intéressant parce que cette approche-là, elle enrichit et elle met le projet en cohérence. Les gens de la technique m'ont dit mais ça permet d'anticiper vraiment les choix techniques de réalisation. Donc on sent que les gens trouvent du sens dans leur métier et chacun dans son métier trouve un sens différent. Le marketing dit mais on apporte de la valorisation, une différenciation qui est lisible et visible, et surtout on crée du sens. Écoutez les patrons d'agences de publicité aujourd'hui, quand ils discutent avec leurs clients, les marques, ils leur disent créer du sens. Créer du sens. L'impact pour c'est commercial, je crois là. Ouais, c'est ça. Au niveau du commercial, eux, c'est une manne parce que j'ai un bénéfice qui est clairement, qui est simple à exprimer au niveau de mon client. Au niveau de la relation client, ces approches-là permettent de tisser un lien et une relation nouvelle. Au niveau du management, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate qu'au travers d'un objectif global, on est capable de décliner cet objectif global sur un projet en micro-objectifs pour l'ensemble des intervenants. Et la preuve est juste en dessous, c'est que chacun y voit son bénéfice, etc. En termes de relations, de ressources humaines dans l'entreprise, l'impact est également non négligeable parce qu'on constate que ça permet de fédérer en fait, les gens et de redonner du sens à une politique ou aux valeurs d'une entreprise. Et enfin, je pense qu'au niveau de la direction, on voit très bien qu'il y a moyen d'exprimer toute une dimension stratégique au travers d'une approche comme celle-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager. Merci. Merci beaucoup, Olivier. On peut applaudir en même temps qu'on applaudit aussi Franck Jean tout à l'heure, qui a aussi
Très intéressante démonstration de tout à l'heure, très complémentaire de ce qui vient se passer et ce qui vient de se dire. Olivier, merci beaucoup. Bon, on est évidemment comme tout le temps, on est en retard, on est très en retard, et on court, mais bon. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens de... Bon, il y a aussi... C'était surprenant. L'arrivée des animaux dans le... C'est surprenant, mais effectivement, c'était très intéressant. Il y a aussi l'industrie de la croquette qui va y trouver, bien sûr, un bénéfice considérable. Que dire ? Bon, peut-être aussi qu'il y a encore des liens à faire. Là, tout à l'heure, on parlait de réseaux, de communication, d'interaction. Bon, il y a le CRIDEV là qui est présent dans la salle avec Régis Herbin, qui doit sans doute, ça doit résonner dans ton esprit. Il y a encore des choses à faire, peut-être entre Franck Jahan, Olivier Gatterotti et puis Régis Herbin. Et puis, bon, on va enchaîner tout de suite avec la présentation du groupe Alcéane. Le groupe Alcéane. Ça va être intéressant aussi. Alors là, bon, je me sens un peu impliqué, évidemment, parce que pour vous dire, j'avais dit, mais est-ce que c'est moi qui dois animer cette table ronde, puisque j'étais déjà impliqué. Donc être un peu jugé parti, c'était pas forcément facile. Mais je vais faire comme si je n'étais pas impliqué. Mais en même temps, vous le savez que je suis impliqué, parce que le projet qui est présenté avec le groupe Alcéane, c'est un projet que je dirige scientifiquement. Donc c'est un partenariat qu'il y a entre l'Université de Lullin, le laboratoire TVES, territoire, ville, environnement, société. Notre spécialité, bien sûr, l'accessibilité territoriale, la stratégie territoriale, et donc la mise en place d'outils numériques, d'outils de stratégie. Que dire encore ? Pour tout à l'heure, Olivier, notez les questions. Il y en a sans doute. Il y a sans doute des réactions dans la salle. Pour l'instant, on est en pleine course. Je sais qu'il y a les deux de 23 ans, enfin de moins de 23 ans qui courent plus vite que nous, mais bon, c'était pas facile à vivre ce moment-là, mais bon. Sophie et Romain. Voilà, donc je vais vous présenter Alcéane très rapidement. Dans quel contexte cette entreprise s'inscrit, ses enjeux de réhabilitation, tout ça en 5 minutes 30. On y va. Donc Alcéane est un office public de l'habitat. Je vous le présente rapidement parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément ce qu'on entend par office public de l'habitat. Donc c'est un office HLM, donc auparavant opaque, aujourd'hui OPH, suite au chamboulement de la réglementation. Notre mission première, c'est d'assurer la gestion de biens immobiliers sociaux, donc de sa sortie de terre à sa mise en location, son entretien courant, la maintenance, la réhabilitation, voire sa démolition ou bien sa vente. Donc nous assurons cette mission de A à Z. Sur le Havre, donc, nous sommes un acteur assez important dans le logement social, puisque nous avons 13 942 logements collectifs sur la ville du Havre, 785 pavillons, 910 logements spécialisés, en résidences spécialisées, donc RPA, résidence pour personnes âgées, et foyer logement. Sur 15 communes, pour être clair, on a 90% de ce patrimoine sur la ville du Havre et les 10% restants dans la communauté d'agglomération. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc la moitié, ces fameuses 16 000 logements, ça représente la moitié du marché locatif social sur le Havre. Donc on a en tout et pour tout 33 000 logements sociaux. Donc le Havre est caractéristique d'un patrimoine d'après-guerre. À noter qu'effectivement, c'est une ville qui a qui a été démolie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu un enjeu très important de reconstruction. Donc, Le Havre est une ville caractéristique de l'architecture Perret, classée au patrimoine de l'UNESCO. Nous sommes fiers de ça. Donc, une reconstruction massive dans les années 50, s'ensuivie d'une politique des grands ensembles qui a démarré dans les années 70, où il a été question de densifier les campagnes avoisinantes de la ville du Havre. Donc, se sont formés des quartiers notamment classés ZUS aujourd'hui, Cocrioville, Montgaillard. Je ne vous les cite pas, vous ne les connaissez pas, mais ce sont des ensembles où on peut effectivement recenser à l'échelle d'un quartier quelques 5000 logements. Et puis enfin, depuis les années 2000, nous sommes engagés, au même titre que les autres bailleurs sociaux, dans une démarche de requalification urbaine de ces ensembles, où il a été question de procéder à des démolitions massives de logements et à la reconstruction de bâtiments d'habitation qui soient plus en rapport avec la demande. Donc on a cassé les barres et on a fait des petits collectifs. Là, vous avez un des programmes qui a été construit en 2004, il me semble, grâce au financement de l'Agence nationale du renouvellement urbain.
qui se nomme Tancarville. Donc nous, on a dû démolir quelques 3000 logements depuis 2004. Alors, les enjeux d'Alcéane en matière de réhabilitation. Donc maintenant qu'on a passé effectivement la politique de renouvellement urbain, on s'interroge aujourd'hui sur la réhabilitation de certains immeubles qui n'ont pas bénéficié de ce dispositif. Donc aujourd'hui, nous, ce que l'on souhaite, c'est privilégier évidemment les principes constructifs, donc favoriser le respect de l'environnement notamment, améliorer le confort thermique et bien sûr acoustique de ces logements. Donc beaucoup de logements d'après-guerre ont été mal isolés. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un reproche qui nous est fait à juste titre. Donc effectivement, nous mettons tout en œuvre pour apporter un meilleur confort thermique via des procédés d'isolation par l'extérieur et puis acoustique. Nous remplaçons effectivement les fenêtres et privilégions le triple vitrage aussi aujourd'hui. Donc le dernier enjeu, favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de handicap. Donc nous avons développé cette stratégie depuis 2007. L'idée, en fait, c'est de répondre à une vraie problématique. Excusez-moi. Répondre à une vraie problématique. Depuis 10 ans, on constate que notre parc vieillit, mais notre population aussi. Aujourd'hui, sur ces 16 000 logements, 24% des locataires ont plus de 65 ans. C'est donc en constante évolution, donc depuis 10 ans. Alors, effectivement, la population vieillit et nous demande d'intervenir dans leur logement pour faciliter le maintien de domicile, leur apporter un confort au quotidien. Donc, il a été question, depuis 2006, de s'engager dans une politique de maintien à domicile. Alors, ce qu'on entend par politique de maintien à domicile, c'est de réaliser des aménagements dans les logements qui puissent permettre à ces locataires, effectivement, de rester le plus longtemps possible dans leur logement. Et je fais référence d'ailleurs à ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Effectivement, ces logements, on ne va pas les rendre accessibles dans l'immédiat parce qu'on travaille dans l'ancien. Par contre, on travaille sur la qualité d'usage. Donc l'idée, effectivement, c'est vraiment de prolonger la durée d'occupation de ces logements. Donc on a investi de façon massive dans ces installations. Depuis 2007 à aujourd'hui, nous avons dépensé 2 600 000 € dans les aménagements de logements. Alors, ce que j'entends par aménagement, c'est une transformation de salle de bain, c'est la mise en place d'une rampe, c'est aussi des aménagements dans la cuisine, c'est des cloisons aussi que l'on enlève pour pouvoir permettre un meilleur usage du logement. Donc, on a développé pour ce faire une procédure que je vais vous énumérer après. Voici les aménagements que l'on réalise au quotidien. Donc, des douches, effectivement, pour les personnes à mobilité réduite, en fauteuil. Des lavabos ergonomiques pour permettre plus facilement le passage du fauteuil. Des toilettes rehaussées, avec donc des barres de maintien et puis des cabines de douche qui permettent de se laver en fait en station assise avec des demi-portes de douche permettant ainsi à un aidant d'apporter son aide dans la toilette. Donc, on a fait aussi la pose de quelques équipements spécifiques. Dans ce logement, nous avons installé un ascenseur privatif pour un locataire qui était donc depuis très longtemps dans ce logement et qui ne souhaitait pas en partir. Compte tenu donc de son handicap moteur, nous avons procédé à l'installation d'un ascenseur en partenariat avec des associations et des financeurs. Donc, en 2012, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, réalisé des aménagements, 80 exactement, donc des réfections de salles de bain, des remises aux normes électriques, des poses de volets roulants, enfin, tous les équipements nécessaires à faciliter effectivement le quotidien des personnes vieillissantes. Nous avons aussi des projets de construction neuve, puisque nous
nous construisions des logements. Donc nous avons participé à un projet, à une vente en l'état futur d'achèvement avec une association, Alterdomus, pour édifier une résidence Tiamo, une résidence qui privilégie la mixité sociale, puisqu'effectivement 12 logements sur 24 ont été adaptés pour des personnes dépendantes. Donc les 12 autres logements étant des logements classiques loués à un public. Nous construisons actuellement un foyer pour l'association des paralysés de France qui regroupera 24 logements en studio, 42 logements en chambre et un espace de vie optimisé. Alors, j'ai le sentiment qu'on n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, on y va quand même. Je vous ai parlé de la procédure handicap. Bon, je voulais l'énumérer assez rapidement puisque je ne vais pas avoir le temps. Donc cette procédure handicap, effectivement, nous réceptionnons les demandes des locataires, donc de ces personnes vieillissantes ou bien de personnes souffrant d'un handicap. Donc nous avons en interne un chargé de mission qui se rend dans ces logements, qui évalue effectivement les difficultés de ces locataires et qui recherche des solutions avec eux via l'aide d'un ergothérapeute, puisque nous sommes accompagnés aussi dans cette mission, qui peut nous apporter des solutions d'aménagement auxquelles nous n'aurions pas pensé. Donc nous faisons effectivement tout ce diagnostic des besoins d'adaptation, tout en étant conscient que on peut aménager, mais ce n'est pas forcément la solution. Il s'avère que certains locataires nous demandent des aménagements, mais ils habitent au 4e étage sans ascenseur, et là c'est compliqué puisqu'effectivement cet aménagement va répondre ponctuellement à leurs besoins, mais dans la durée, un relogement sera nécessaire. Donc nous n'hésitons pas effectivement à leur proposer un autre logement dans ces circonstances. Donc une fois que ce diagnostic est établi, nous le faisons valider et nous faisons réaliser des travaux par une entreprise avec laquelle nous avons conclu un marché public à cet effet. Donc des travaux qui sont réalisés assez rapidement. Sous un mois, on peut enregistrer une demande, faire le diagnostic et réaliser les travaux. Aujourd'hui, on a un retour qui est assez intéressant de ces aménagements. On constate effectivement quand même que nos locataires sont satisfaits, que effectivement ça leur a facilité le quotidien. Donc nous allons poursuivre effectivement cette procédure et maintenant je vais laisser Romain poursuivre sur le projet J'ai vu. Tu es intarissable. Alors, moi je vais tout de suite basculer sur le projet J'ai vu. Donc c'est un projet qui est mené avec Alcéane en partenariat avec l'Université de Lille 1 et le laboratoire TVES. Donc j'ai intégré la structure Alcéane depuis à peu près 1 an et demi. Et je vais vous évoquer un petit peu donc, ce qu'est ce projet. Donc c'est avant tout un partenariat, donc, comme je l'ai dit, entre le laboratoire Paragraphe de Paris 8, donc, qui intervient sur tout ce qui est question technique informatique, puisque c'est un outil informatique que je vais vous présenter, et bien sûr Alcéane pour intervenir sur l'ensemble de son patrimoine. Donc les objectifs en fait, du projet qui est mené depuis maintenant 1 an et demi et sur une durée de 4 ans, si je ne me trompe pas, 4 ans. Donc c'est d'avoir un outil de diagnostic porté sur l'accessibilité, mais pas seulement. En fait, on s'est servi de cette question pour investir dans d'autres domaines et proposer en fait au bailleur social un outil de gestion patrimoniale. Donc avec l'intégration d'autres données que je vais vous présenter un petit peu après. Donc c'est un outil de cartographie dynamique qui permet de voir l'ensemble du patrimoine, de géolocaliser l'ensemble du patrimoine d'Alcéane sur une cartographie à l'aide d'un outil informatique. C'est un outil de visualisation, bien sûr, parce que l'intérêt de la cartographie, c'est bien de communiquer une information. Un outil aussi de gestion patrimoniale, puisque je vous l'ai dit, la porte d'entrée, c'est l'accessibilité, mais on intervient sur d'autres problématiques, comme la gestion de l'ensemble des lots techniques pour les composants d'un bâtiment sur lesquels on rentre par exemple des durées de vie pour apporter une véritable gestion pour Alcéane. La finalité, c'est aussi d'apporter
une transversalité entre les services, puisque cet outil capitalise un ensemble d'informations qui va servir à l'ensemble des services du bailleur. Aussi bien la régie technique, que le service financier, que la communication, que les monteurs d'opérations, et tout ça est centralisé sur un même outil. La contextualisation du patrimoine. Il est important pour Alcean de connaître, de géolocaliser tout son bâti, mais aussi de le recontextualiser par rapport à son environnement pour que l'on puisse améliorer, comme toujours, l'idée de la qualité d'usage qui est à améliorer. Et également une communication accrue vers le locataire. C'est un outil de communication qui va servir pour aborder toutes sortes de questions vers le locataire. Donc tout de suite, je vais vous présenter en fait une petite vidéo qui va me permettre de présenter plus concrètement ce qu'est l'outil. Alors, je la lance. Merci. Alors, l'outil j'ai vu, on entend mieux. Donc, Global Évaluation Urbaine, c'est avant tout un outil de cartographie, comme je l'ai dit, sur lequel on base des rapports d'accessibilité à travers nos diagnostics qui sont menés. C'est aussi un outil de relever de l'information sur le terrain, puisque là, je vais vous présenter en fait l'interface de diagnostic, qui permet d'aller relever toute l'information sur le terrain. Donc, d'un côté, la cartographie dynamique. Donc, voici l'outil, comment il se présente. C'est un outil qui permet un accès grâce à Internet à un login. Donc on choisit le mot de passe et ensuite on choisit la base de données qui va nous intéresser. Donc là on a toute la partie cartographie et sur la gauche c'est une arborescence qui va permettre de naviguer entre des niveaux de cartographie. Donc là par exemple si je souhaite afficher une information, donc là on est sur le territoire du Havre, j'ai un découpage géographique du territoire qui est directement intégré à l'outil, donc là c'est le découpage général des communes auxquelles sont associées tout un tas d'informations, donc ici c'est la superficie, la population du Havre, donc ça c'est important pour, on va le revoir tout à l'heure, recontextualiser le patrimoine. C'est également aussi l'intégration d'échelles spécifiques. Donc là, les échelles spécifiques à Alcean, ce sont les antennes de gestion. À chaque antenne correspond une antenne de gestion et l'ensemble du territoire du Havre est redécoupé entre ces 5 antennes. Donc sur ces 5 antennes, on retrouve tous les groupes. Donc Bléville, Mar-Rouge, Cocrioville, Quartier Sud et Centre-Ville. Ensuite, l'intérêt aussi de l'outil, c'est bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, de géolocaliser les groupes d'habitation. Donc là, toujours avec un jeu de couches, on intègre des données, donc comme les photos, les bâtiments qui sont représentés ici en bleu, avec des données associées pour chaque bâtiment. Également, donc les garages qui sont représentés ici en rouge sur la cartographie, et le parcellaire. Donc le parcellaire avec les données cadastrales. Également, donc il y a tout un tas tous les groupes d'Alcean sont représentés. Quand on rentre dans les bâtiments, parce qu'on peut rentrer dans les bâtiments par niveau jusqu'au logement, on y intègre le calage des plans. Donc ici, ce sont des plans d'évacuation qui sont directement implémentés dans l'outil sur le fond cartographique. Là, c'est un exemple d'un projet. Donc on intègre aussi des projets de construction. Directement le plan masse posé à même la cartographie. Donc il y a encore les anciens bâtiments qui sont tombés depuis le temps. Et on y ajoute donc les parcelles qui ont été viabilisées, les différents îlots du projet et également l'ensemble des bâtiments, donc comme on va le voir après, avec les pavillons. Donc là c'est le groupe Ursinus, un petit nom sympa. Donc l'ensemble des pavillons, les villas. Donc voilà. Et bien sûr toujours associer des documents numériques comme ici des photos ou des plans masse. Ensuite, dernier groupe que je vais vous présenter, donc c'est le groupe Zampa, donc qui est situé au centre-ville du Havre. Donc là, en fait, l'intérêt aussi, c'est que, je vous dis, on rentre dans les bâtiments, on intègre, donc là, c'est plus les plans d'évacuation, mais directement les plans d'architectes, donc qui permettent en fait de géolocaliser après l'information à l'intérieur du bâtiment, niveau par niveau. L'intérêt aussi, donc, c'est de recontextualiser l'ensemble du patrimoine d'Alcean par rapport aux services de proximité. Donc toujours ce fameux groupe, Zampa, où est-ce qu'il se situe dans le Havre par rapport à des services qui ont été définis par le bailleur, donc les postes, les bureaux de poste, les pharmacies, les collèges, les lieux publics, les mairies, mais également l'ensemble des réseaux de transport. C'est important, notamment
on le verra par la suite, pour proposer des logements aux personnes soit déficientes, soit aux personnes en situation de handicap, au plus près des aménagements publics. Donc là c'est par exemple la ligne de tramway qui a été inaugurée au mois de décembre au Havre. Alors ensuite, toute la partie diagnostic accessibilité. Toujours ce groupe Zampa, on va rentrer directement à l'intérieur du groupe et on a diagnostiqué par exemple là les parties communes. Donc le diagnostic porte sur tout un niveau. Donc toujours les photos associées sur lesquelles on peut se focaliser sur les problèmes d'accessibilité. Le diagnostic de performance accessibilité qui est en fait la synthèse de tout le diagnostic qui est mené sur le bâtiment. Ceci à chaque niveau et aussi bien en termes d'espace, donc le hall d'entrée, ou des objets. On peut aller diagnostiquer la porte, l'escalier. Quand on clique sur ce fameux DPA, c'est interactif. L'intérêt, c'est de pouvoir identifier tous les critères qui ont été soit validés ou invalidés. Donc, en vert, les critères validés. On a le listing à chaque fois qui est représenté. Donc, grosso modo, pour un diagnostic accessibilité d'un bâtiment, c'est 400 critères qui sont mis en œuvre pour toute déficience confondue. En jaune, les critères de mineurs de niveau 1, donc, qui présentent une gêne mineure qui peut être passée, mais c'est quand même une gêne qui est représentée. Les critères de niveau 2, une gêne majeure. Donc là, l'accessibilité est possible, mais avec l'aide d'un tiers. Et enfin, en rouge, c'est les critères de niveau 3, donc qui sont invalidés. Et ça, c'est rédhibitoire. Donc l'accessibilité n'est pas du tout assurée, on ne répond pas à la réglementation. Il faut savoir que sur l'ensemble des critères qui sont pris en compte, il y a des critères réglementaires, mais également des critères dits souhaitables qui vont au-delà de la réglementation pour une qualité d'usage accrue. Donc l'intérêt finalement de ce DPA, c'est bien d'associer aux photos, à cette vision du DPA, des coûts pour quantifier en fait le besoin en termes de solutions d'accessibilité pour rendre accessible un bâtiment, un logement ou l'ensemble d'un groupe. Également, l'intérêt de cet outil aussi, dans un terme communicatif, c'est au-delà de la carto, avoir un point de vue complémentaire à travers les visites virtuelles. Le fond Google ne permet pas de rentrer dans les bâtiments, nous on passe outre en calant des plans, mais pour visualiser concrètement l'intérieur d'un bâtiment, une visite virtuelle c'est quand même ce qu'il y a de meilleur. Donc c'est à l'image de Google Maps. Donc la navigation peut se faire à l'intérieur des parties communes, mais également dans les logements. Et en fait, sur les photos, on va y associer des données. Donc par exemple, les largeurs de portes, c'est ce qui nous intéresse, les raccordements réglementaires dans les cuisines, les hauteurs des poignées de fenêtres, également d'autres informations au-delà de l'accessibilité, comme les prestataires pour les ascenseurs, le numéro par exemple du technicien d'astreinte. Également, c'est une navigation en fait qui se fait pas à pas, donc ça permet de voir l'ensemble des informations, mais également en choisissant l'espace qu'on veut regarder. L'approche statistique, l'intérêt au-delà de cette interface de diagnostic, c'est l'interface de visualisation qui permet aussi d'intégrer tout un ensemble de données statistiques. Donc au-delà de l'accessibilité, ici c'est par exemple le type de construction et l'année de construction des bâtiments. C'est intéressant pour les services qui vont utiliser l'outil d'avoir cette information. Également des statistiques qui regroupent le nombre de logements par antenne, le nombre de garages, le nombre de stationnements vélo, enfin de locaux vélos, pardon. Et l'intérêt, c'est d'avoir toujours un complément entre la cartographie, les visites virtuelles et des données à représenter en termes statistiques. Donc là, c'est le même graphique que tout à l'heure, mais sous une autre forme. Donc voici un petit peu comment ça se représente. Et tout ça sera intégré dans une interface de visualisation qui sera différente de cette interface de diagnostic et présent sur le poste de chacun des agents d'Alcean. Donc ça permet notamment une transversalité entre les services en termes d'information. Voilà, j'ai fini la présentation, on est en retard, je suis désolé. À noter quand même qu'effectivement ce projet, au départ, l'idée c'était effectivement de répondre à la réglementation en matière d'accessibilité des bâtiments, d'habitation, décret de 2007.
Et puis finalement, on s'est dit l'accessibilité, c'est une porte d'entrée à travailler sur d'autres thématiques qui aujourd'hui, je dirais pas nous posent problème, mais sur lesquelles on se pose pas mal de questions. Et avoir un outil qui nous permette à la fois d'avoir notre diagnostic accessibilité, donc de nos bâtiments et de nos logements, et en plus de ça, nos carnets d'identité attrait à la gestion patrimoniale. Voilà, on s'est dit que ça pouvait être un outil complet et un super projet. Merci Sophie, merci Romain. On va tout de suite passer la parole à Laurence Chantier, parce que là on est vraiment, on court. Je suis vraiment désolé déjà, je suis déjà désolé tout de suite de ne pas avoir l'ampleur des questions possibles, imaginables, suite à la présentation. Alors Laurence, est-ce que toi tu penses, contrairement à ce qu'a dit Sophie Lambert tout à l'heure, que tu vas tenir le temps, parce que tu as doublé ton temps, Sophie? Oui, je pense que ça va être possible. Oui. Bon, pour laisser un peu de temps au débat, à la discussion. Alors, Laurence Chantier, groupe PPG, Seigneurie, la peinture, la couleur. Voilà encore beaucoup de questions intéressantes à soulever. Je ne développe pas, j'avais des questions à poser, mais je ne les pose pas. On va essayer de réserver tout ce temps pour tout à l'heure. Laurence, à toi de jouer pour 2 minutes. C'est pas beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Alors, puisqu'il faut que j'aille vite, on va passer ce petit slide. Eh bien, écoutez, déjà PPG, donc la Seigneurie, fabricant de peinture. Donc, pour certains, ce matin, on m'a demandé, mais que fait la peinture dans l'accessibilité? Eh bien, moi, je vais vous dire, on a un rôle super important à jouer. Et justement, on est là pour en discuter et pour dialoguer. Voilà. Donc, l'accessibilité nous concerne tous, que ce soit moi, avec mes enfants et la poussette, quand j'ai du mal à circuler sur un trottoir, qu'une personne avec une déficience visuelle importante. Ce qui est important à noter, c'est que pour 10% de la population, c'est indispensable. Pour 50%, donc la moitié de cette population, c'est nécessaire. Et pour nous tous, elle est confortable. Donc on va se donner les moyens d'avancer. Donc nous vous proposons d'avoir une solution accessible et abordable. Accessible et abordable, écoutez, tout simplement parce que la peinture, ou du moins l'accessibilité par la couleur, c'est une solution qui va vous permettre, simplement en mettant sur les murs une couleur avec un contraste visuel, la mise en accessibilité d'un lieu. J'ai voulu donner la parole à une de vos collègues, qui est architecte décoratrice, qui est Anaïk Barbé, qui est donc anthropologue de marque. Elle avait vraiment une vraie poésie. Quand je lui ai posé la question, voilà Anaïk, dis-moi un petit peu pour toi, quel est le rôle de la couleur et comment peut-on être créatif avec la couleur? Donc je vais vous lire rapidement simplement la phrase suivante. Les normes et les codifications de sécurité et d'accessibilité représentent un cadre parfois contraignant qui peut cependant être perçu comme une opportunité d'agilité et de créativité afin de permettre de donner du sens au projet. Je pense que, pour le coup, tout est résumé, on peut très bien utiliser la couleur dans un cadre réglementaire et être créatif. La fonction de la couleur au service de la vocation de l'habitat. Comment faire en sorte qu'une pièce, par le biais d'un choix de couleur, puisse, par exemple, comme une bibliothèque, quand vous choisissez des couleurs pastel, permettre de favoriser la concentration. Comment, par exemple, dans un cabinet de kiné, on peut, en utilisant des couleurs acidulées, dynamiser la rééducation. Comment, par exemple, dans une salle d'opération, avec une couleur, par exemple, verte, qui est complémentaire de la couleur rouge, reposer l'œil du chirurgien. Toutes ces notions sont à prendre en compte, évidemment, dans l'accessibilité. L'accessibilité donc, est un partenaire incontournable, à la fois sur sa capacité à influencer la perception de l'espace, à améliorer le repérage, par exemple sur des parkings, à faciliter les déplacements, mais aussi à sécuriser l'espace. Pour cela, on a des solutions, des astuces. Excusez-moi, je vais trop vite. Il existe des méthodologies.
Donc vous avez deux notions à connaître. Ce sont les contrastes visuels et tactiles. Les codifications aussi sont une solution qui peuvent vous aider. Donc, les contrastes visuels. Les contrastes visuels, vous connaissez tous ce tableau qui est un tableau de référence de l'Institut Nazareth et de Louis Braille, qui va mettre en avant le contraste des couleurs. La norme, c'est la différence entre l'indice de réflexion de la lumière de l'élément à repérer et l'indice de réflexion de la lumière de son environnement. Cet indice doit être de 50%, mais en règle générale, on prendra plutôt 70% pour une pièce sombre. Donc ici, prenons par exemple le cas concret d'une cage d'escalier en partie commune. Si par exemple vous utilisez, c'est bon ? Si vous utilisez le contraste entre le jaune et le pourpre, l'indice est de 75. Donc on peut se dire qu'on est plutôt pas mal. A contrario, si on utilise un brun et un vert, on n'est pas bon puisqu'on est en dessous de ces 50%. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce tableau de référence est bien, mais il existe, et ça vous le connaissez tous, des nuanciers de couleurs. Donc il n'existe pas qu'un bleu, pas qu'un beige, mais une multitude de couleurs. Donc on est là justement pour vous aider dans le choix de ces couleurs. Il existe d'ailleurs un outil très intéressant sur Internet qui vous permet d'indiquer entre deux teintes que vous aurez choisies le contraste entre ces deux teintes. Et je tenais aussi à vous dire que aujourd'hui, puisque moi je suis prescripteur, donc je visite les bureaux d'études, les architectes, les promoteurs, ce qui se passe en réalité sur le terrain, c'est que le choix des couleurs est souvent traité en dernier, à mon grand regret. Donc moi, je vous invite aujourd'hui à travailler en amont avec des gens comme moi, comme nous, hein, pour qu'on puisse trouver des solutions en amont. Donc on a parlé des contrastes visuels, nous allons parler maintenant des contrastes tactiles, parce que vous avez des solutions par rapport à l'aspect du produit. Par exemple, entre un produit lisse et rugueux, cela pourra vous permettre, par exemple, d'éveiller la vigilance ou d'assurer la sécurité. Donc évidemment qu'autour de cet aspect, il doit y avoir alors je disais, vous avez des possibilités d'avoir des structures soit lisses, soit rugueuses, qui vont pouvoir vous aider à éveiller la vigilance ou à assurer la sécurité. Mais vous avez également, donc, par exemple, la toile de verre. Un exemple concret. Une toile de verre qui est peinte peut très bien, par rapport à la personne qui a une déficience visuelle, être un bon outil pour le repérage. Mais aussi, vous avez d'autres impacts de la matière. Par exemple, ce matin, je discutais avec une personne qui avait une déficience visuelle, qui me disait, voilà, quand on a, par exemple, il y a la couleur, il y a le tactile, mais il y a aussi le reflet de la lumière. Le reflet de la lumière a un impact très, très important. Alors, on va éviter, évidemment, pour les sols, les produits qui sont trop éblouissants, d'accord ? Sauf que dans des endroits à fort trafic, on va plutôt les privilégier, pour pérenniser le produit en lui-même. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que le produit, au niveau de la réflexion de la lumière, on doit tenir compte de la brillance spéculaire. Ça, c'est mon jargon. Hein. Donc, je continue, il faut que j'aille plus vite. Donc voilà. Vous connaissez tous les codifications, la normalisation de la couleur. Pour que cette couleur soit, pour qu'elle soit signalétique, il faut qu'elle soit donc visible, homogène, simple et durable. Donc la durabilité, là, c'est pour moi la pérennité du produit dans son usage. Les fameuses normes AFNOR. On connaît tous le rouge pour étant la couleur du danger, le jaune comme étant un signal ou un risque potentiel, le bleu comme étant associé à un symbole ou un texte, et le vert à une assistance avec, par exemple, une issue de secours. Une couleur égale un message. Et si vous associez à une couleur une forme, on a une meilleure efficacité du message. Alors, je vais terminer cette présentation par l'illustration de tout ce qu'on vient de dire. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur chez nous. On a travaillé en partenariat avec une fondation qui s'appelle Paint a Smile.
Alors c'est l'histoire d'une femme qui, un jour, parce qu'elle a eu une expérience un peu dure dans sa vie, lors d'un accident où elle perdit sa sœur, donc elle a fait 6 mois d'hospitalisation, elle s'est retrouvée donc, pendant 6 mois dans une chambre blanche. Et elle a dit plus jamais ça. À partir de là, elle a décidé de collecter des fonds. Donc c'est la première fois, je crois, qu'on fait vraiment de la publicité, enfin, qu'on en parle ouvertement, parce que c'est quelque chose on ne veut pas trop s'en vanter, mais enfin voilà, je pense que c'était le bon moment de le dire. Donc ici, vous avez par exemple le couloir d'un hôpital en Pologne. Donc nous avons, nous, au sein de notre société, un service d'études colorimétriques. Donc on nous a demandé de trouver des solutions pour redonner un peu de vie à ces couloirs, redonner un peu d'éclairage. Donc la couleur fait partie de ces solutions. Voilà, vous avez ici par exemple des bénévoles. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais ce sont que des bénévoles. Donc on utilise la peinture, donc ce sont des illustrateurs qui dessinent sur les murs pour redonner vie au milieu hospitalier. Voilà. Pour terminer, je vous invite, si vous avez besoin d'aide pour développer des concepts, pour faire des prescriptions, donc avec du bon sens, de venir vers nous, à la fois sur les produits, sur les couleurs. On a aussi des hotlines qui peuvent vous aider. On a des documentations qui sont par typologie de marché, donc aussi bien les établissements d'enseignement, le collectif. On a aussi une partie développement durable et aussi l'hôtellerie. Et je vous invite aussi à venir nous voir sur le guide pratique couleur et accessibilité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laurence. Merci Olivier Gualtierotti, merci Laurence, merci Franck Jahan, Sophie Lambert, Romain Desrets. Et voilà, donc c'est le temps des questions. Il y en a forcément, vous avez entendu l'annonce. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de réagir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de se prononcer un petit peu ou de réagir par rapport à l'une ou l'autre des présentations? Si c'est possible. Je suis un particulier, mais implanté dans une association de paralysés. Quand vous dites on prépare les appartements évolutifs de façon à pouvoir mettre facilement des adaptations au fur et à mesure des besoins, est-ce que ça va suffisamment loin pour intégrer les portes électriques, les commandes domotiques en tout genre, la douche automatique qui se met en marche dès qu'on va dessous, les robinets très ergonomiques, etc. Voilà, une question pratique qui s'adresse à qui? Parce que vous m'avez regardé, moi. Donc c'était difficile pour moi de savoir. Le premier monsieur, peut-être. Franck Jahan. Quelle est la victime? Le premier monsieur. Voilà. J'ai entendu logement évolutif, donc je pense que c'est pour moi. D'accord. Olivier Gualtierotti. Bon, en tout cas, en ce qui concerne là, le projet que vous avez vu, le projet Novéome, effectivement, on a une démarche en fait, d'intégration en fait, de dispositifs de pré-câblage, notamment pour les portes d'entrée et également, par exemple, les portes, les baies vitrées, des choses comme ça. Après, les dispositifs d'automatisation, par exemple du déclenchement du jet de douche, ça va être plus un aspect spécifique qui relève de la demande spécifique du client. Et en tout cas, on travaille également sur, j'ai envie de dire, la possibilité d'implanter dans ce type de logement des packs un peu domotiques pour pouvoir répondre aux différents besoins. Voilà. En tout cas, pour le pré-câblage de la porte d'entrée, c'est oui. Pour la douche, détection automatique, c'est non de base, mais ça peut être une demande particulière à laquelle on pourrait répondre pour un client. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, je peux apporter une petite réflexion à madame, une réponse en fait, parce que je suis responsable de projet au sein d'une association à Reims, Champardonnaise, la Sève et le Rameau, qui accueille et héberge les handicapés moteurs. Et nous développons en fait un système de domotique. Aujourd'hui, en fait, quand vous parlez d'alimenter une fonction,
vous le prévoyez, lumière, volet, porte. Demain, on est capable de les commander à distance, sans fil, sans pile. C'est important, je dis sans pile, parce qu'une télécommande aujourd'hui, vous avez une pile, 3 ans ou 4 ans après, ou un interrupteur, vous avez une pile, vous la changez, catastrophe, c'est pas compliqué, vous appuyez sur la télécommande, il se passe plus rien. Il faut réinitialiser l'ensemble, c'est pas compliqué, vous avez perdu le papier. Donc demain, bientôt j'espère, puisque c'est un projet que nous développons, nous serons en mesure de commander tout ça à distance, j'insiste, sans fil, sans pile et sans obligation d'abonnement Internet. Ça c'est très bien pour les seniors en fait, dont bientôt je vais faire partie, parce que certains d'entre eux sont réfractaires à un abonnement Internet. Voilà. Merci pour cet élément de réponse. Oui. Alors, vous étiez monsieur... Excusez-moi. Vous étiez monsieur... Vous l'avez dit? Oui, oui. Non, vous l'avez ça. Yves Malo. C'était donc Yves Malo. Et vous êtes? Bonjour, Société Bio-Orthésie, donc le nom ne vous dira rien pour l'instant. Simplement en matière de porte, nous avons toute une panel de produits pour la sécurité, l'autonomie des personnes handicapées et âgées, et dont un produit phare en ce moment qui s'appelle la porte à rototranslation. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce produit, c'est une porte qui s'esquive sur elle-même, donc qui fait gagner de la place. Et donc, nous travaillons avec des ergothérapeutes, des industriels. Donc voilà, c'est une information en fait que je vous livre. Société Bio-Orthésie. Bio, la vie, Orthésie, orthèse. Et notre entreprise est basée sur une 30aine d'années d'expérience en orthoprothèse, donc avec une base médicale ou paramédicale. Merci beaucoup. Bon, on a parlé beaucoup du logement, on a parlé beaucoup évidemment du vieillissement de la population, mais finalement on s'aperçoit très rapidement, à travers les différentes présentations, que c'est la définition même du logement, que l'on soit âgé ou pas âgé, qu'on ait moins de 23 ans, ce qui est mon cas donc, ou plus de 23 ans, peu importe, à la limite, ça concerne tout le monde. C'est simplement la conception du logement, la façon dont aujourd'hui et demain on va procéder à un aménagement pour permettre aux populations, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, de continuer à vivre dans leur espace d'identité, de vie, dans un confort le plus optimisé possible. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On a encore un petit peu de... Donc ça, vous êtes donc vous travaillez avec Franck Jahan. Je suis Giovanna Bernard d'Ayan, je suis gérontologue. En fait, en gériatrie, concernant la très grande dépendance, on travaille en proxémie. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur la question de l'habitat qui est soutien, qui n'est pas uniquement une aide à la vie, mais qui peut effectivement être béquille à la vie. Et du coup, y compris pour la lisibilité de l'environnement, et les peintures... je travaille avec des architectes en ce moment, on est en train de créer justement des environnements avec vos peintures, et du coup j'ai appris qu'il y avait des peintures qui s'appelaient le blanc Courchevel et le blanc je sais pas quoi. J'ai une panel extraordinaire. Et du coup, avec ces outils-là d'accessibilité de l'environnement, on peut effectivement permettre aux gens, y compris des gens qui souffrent de troubles de type Alzheimer, à des degrés, à des stades avancés, de presque vivre naturellement et normalement. C'est-à-dire qu'en fait, l'habitat se met au service, mais pas uniquement parce qu'il est domotisé ou parce qu'il est technologiquement avancé, c'est parce qu'il est lisible et compréhensible. Et du coup, ça envisage complètement différemment. C'est pas un domicile qui est plein de Wi-Fi et qui vous grille le cerveau, mais c'est un domicile. Permettez-moi de dire ça comme ça parce que c'est un peu violent, mais c'est un peu la réalité quand même. C'est de voir qu'on peut travailler simplement avec des couleurs, avec des tissus, avec une mise aux normes de l'accessibilité, pour justement toutes les déficiences, y compris des déficiences cognitives. Et ça change la donne, et ça va changer la donne. Et en plus, je continue, je fais de la pub aussi, j'en profite. On va travailler sur des environnements qui sont liés au feng shui, positionnés en géobiologie, avec des matériaux bio et autres énergies renouvelables, ce qui fait que l'environnement sera préservé, y compris pour les soignants. Ce qui fait que du coup, on peut envisager un partenariat de vie qui est nocif pour personne. Et du coup, ça change la donne dans le partage qu'on peut faire avec les familles et avec les gens qui vivent dans ces lieux, en l'occurrence, ils travaillent 9 heures par jour. Voilà. Merci. On va peut-être arrêter là. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés.